Voilà, donc on rentre dans la deuxième partie de la soirée. Donc, je vous introduis Philippine Griveau, donc il va nous montrer ces nouvelles versions du modèle de Nice bâti à partir d'un disque peu visqueux. Donc, Philippine Griveau est une jeune docteure, elle vient de passer sa thèse début octobre à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, donc sous la direction d'Aurélien Crida, qui lui-même était mon étudiant, donc voilà, c'est ma petite fille scientifique, Elena Lega, et maintenant elle est postdoc, elle va commencer le postdoc ce jour-ci au Max Planck Institute pour l'astronomie à Heidelberg. Et donc Philippine va fait pendant toute sa thèse rebâtir un modèle de Nice de zéro, donc, mais en supposant un disque protoplanétaire à plus faible viscosité. Donc Philippine, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Donc d'abord, je voudrais commencer par remercier le professeur Morbidelli pour cette invitation. C'est vraiment un honneur de présenter les travaux de ma thèse aujourd'hui ici au Collège de France. Donc, comme l'a introduit le professeur Morbidelli, je vais vous parler d'un modèle de Nice construit à partir d'un disque protosolaire à faible viscosité. Et on va plus précisément se concentrer sur deux aspects, surtout sur la construction de ce modèle, et ensuite sur un point très important qui est l'aspect de faible viscosité. Donc je vais détailler tout ça très prochainement. Donc de quoi je vais vous parler? Je vais commencer par une introduction assez générale qui sera peut-être un rappel pour certains d'entre vous, mais qui sera peut-être nécessaire pour d'autres. Et notamment, je vais vous expliquer pourquoi on parle de faible viscosité et pourquoi est-ce que c'est important et pertinent pour cette étude. Et ensuite, donc, mes travaux consistent en deux phases importantes, qui sont la première partie, qui est la construction des chaînes de résonance avec la migration des planètes dans les disques protosolaires. Et ensuite, il y aura une seconde partie qui sera sur du coup, la conséquence de ces chaînes de résonance sur le modèle de Nice. Et on va essayer de reproduire le modèle de Nice à base des chaînes de résonance formées à faible viscosité. Donc, on sait que les planètes se forment dans des disques protoplanétaires, qui sont des structures composées de gaz et à peu près 1% de poussière qui orbitent autour des étoiles jeunes. Et ces disques protoplanétaires, ils ont une durée de vie très courte par rapport à la durée de vie de l'étoile et de son système planétaire. Donc, ils ont une durée de vie d'à peu près quelques millions d'années par rapport aux milliards d'années de vie d'une étoile et de son système planétaire. Mais leur durée de vie, elle est vraiment cruciale pour la formation d'un système planétaire, puisque c'est dans ce disque protoplanétaire que vont se former les premières planètes, et c'est notamment dans ce disque que vont se former les planètes géantes qui sont composées principalement de gaz, et donc ça veut dire que ces planètes doivent être terminées d'être formées à la fin de la vie du disque protoplanétaire. Donc malgré le fait qu'il ait une durée de vie très courte, c'est une phase hyper importante dans la formation d'un système solaire, du système solaire ou d'un système planétaire. Donc, ces disques protoplanétaires, on en observe une multitude autour de jeunes étoiles aujourd'hui, mais cependant, il est très difficile de connaître exactement le détail de leur évolution et de leur structure. Ce que l'on peut observer, en revanche, c'est que du matériel de ce disque, donc le gaz, doit être accrété sur l'étoile centrale. Et on peut mesurer les taux d'accrétion des étoiles jeunes. On peut mesurer ça avec des observations. Du coup, ce que l'on va faire, c'est on va développer des modèles théoriques d'évolution de ces disques protoplanétaires afin de pouvoir reproduire les quantités observables qui sont les taux d'accrétion. Maintenant, ces modèles, ils vont évoluer avec le progrès des observations, mais également le progrès théorique dans notre domaine. Et c'est ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. En fait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ces disques étaient considérés comme très turbulents. Et cette turbulence était la cause de l'accrétion du gaz sur l'étoile. Cette turbulence, on l'a modélisée avec un paramètre qu'on appelle la viscosité. Et donc, en considérant une viscosité élevée,
on arrivait facilement à expliquer les taux d'accrétion élevés qu'on observe sur les étoiles. Cependant, au cours des 10 dernières années, ce modèle de disque a été remis en question, autant du point de vue théorique que du point de vue observationnel. Donc, du point de vue observationnel, depuis les avancées techniques d'observation, et notamment avec l'arrivée du télescope ALMA, depuis les années 2016 à peu près, on arrive à observer des disques protoplanétaires avec une très haute résolution. Et donc, on voit énormément de détails dans ces disques, donc comme on peut le voir sur cette image à droite, qui est une image d'un disque protoplanétaire qui s'appelle HL-TAU. Et les observations de ces disques semblent indiquer qu'il y a un très faible niveau de turbulence dans ces disques, et donc un très faible niveau de viscosité dans ces observations. D'autre part, il y a aussi eu des développements du côté théorique qui semblent indiquer que cette turbulence qu'on utilisait de manière très pratique pour expliquer l'évolution du disque ne pourrait finalement pas être maintenue par tous les phénomènes physiques qui sont présents dans le disque. De ce fait, il y a eu, depuis une dizaine d'années, un véritable changement dans le paradigme de la façon de modéliser les disques protoplanétaires. Donc, la communauté s'est mise d'accord pour utiliser un nouveau modèle dans lequel ils ont trouvé une autre façon pour expliquer le taux d'accrétion élevé sur l'étoile. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce modèle aujourd'hui parce que ce n'est pas si pertinent pour ce sujet, mais il y a un point très important et le changement principal de ce nouveau modèle est que celui-ci implique une baisse significative dans la valeur de la viscosité considérée dans les disques protoplanétaires. Et c'est ça qui va nous importer aujourd'hui. Donc ce changement de paradigme, il va avoir des conséquences vraiment importantes sur la migration des planètes, mais aussi sur leur formation et sur la formation des systèmes planétaires. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que on sait que la viscosité rentre en jeu dans plein de différents phénomènes. Et donc, changer cette valeur, ce paramètre de viscosité de quelques ordres de grandeur inférieure peut avoir vraiment des conséquences. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer toutes ces conséquences, mais avant qu'on aille là-dessus, je voudrais faire un rappel pour certains de ce qu'est la migration planétaire. Donc, une planète, lorsqu'elle se forme dans un disque protoplanétaire, elle va perturber son environnement de manière gravitationnelle. Et cette perturbation va déclencher la formation d'une onde spirale qu'on appelle le sillage de la planète. Et c'est ce qu'on peut voir sur l'image à droite, qui représente ici la densité du gaz dans un disque protoplanétaire, et dans lequel on a une planète qui orbite autour d'une étoile. Et on peut voir en blanc l'onde spirale, donc le sillage de la planète, qui est représenté ici comme une surdensité de gaz. Et cette surdensité de gaz, elle va exercer un couple sur l'orbite de la planète qui va, de ce fait, engendrer un changement dans le rayon orbital de la planète. Et c'est ce changement dans le rayon orbital que l'on appelle la migration planétaire. Maintenant, dans le cas d'une planète peu massive et dans le cas le plus général, il se trouve que l'équilibre total des couples dans le système va être négatif, ce qui va mener la planète à migrer vers l'intérieur. Dans ce cas-là, la planète, on dit qu'elle va migrer dans un régime de type 1, qui est un régime de migration rapide, dans lequel la vitesse de migration va dépendre de la masse de la planète, mais également de certains paramètres du disque, comme l'épaisseur du disque ou la densité. Ensuite, plus la planète grandit, et à partir d'un certain seuil en masse, la planète va ouvrir un sillon dans le gaz. Et la forme et les caractéristiques de ce sillon vont dépendre de la masse de la planète,
mais également de la viscosité et de la pression. Mais là, le point important, c'est que la forme de ce sillon va dépendre de la viscosité du disque. Donc évidemment, déjà à ce moment-là, on se dit qu'il va y avoir quelques changements quand on change la viscosité dans le disque. Et de plus, une fois qu'elle est dans son sillon, la planète va changer de régime de migration. Elle va rentrer dans un régime qu'on dit de type 2, dans lequel la vitesse de migration va être dominée par la viscosité. Donc la planète va migrer en fonction de la viscosité dans le disque. Donc une fois encore, changer la viscosité risque d'avoir un impact important sur la migration de ces planètes. Enfin, on sait que les planètes souvent sont multiples dans un système ou dans notre système solaire. Et donc, naturellement, on peut se demander ce qui va se passer quand plusieurs planètes migrent dans un disque. Et donc ça, le professeur Morbidelli en a parlé tout à l'heure déjà. On sait que plusieurs planètes, lorsqu'elles sont en migration dans un disque protoplanétaire, elles vont avoir tendance à se capturer en résonance de moyen mouvement. Donc un simple rappel, une résonance de moyen mouvement a lieu lorsque le rapport des périodes des deux planètes va être un rapport de nombres entiers. Donc on a par exemple un système ici en résonance de 1, donc ça veut dire que la planète interne va effectuer exactement 2 orbites autour de l'étoile, lorsque la planète va en effectuer exactement qu'une. Et ce qu'il faut retenir des résonances, c'est que les résonances vont avoir tendance à faciliter l'augmentation de l'excentricité des planètes, ce qui peut lier à des systèmes assez chaotiques et instables si les planètes se rencontrent sur leurs orbites. Cependant, ici, les planètes sont incorporées dans un disque de gaz, et donc le rôle que va jouer le gaz sur ces résonances va être d'amortir les excentricités des planètes, et donc le gaz va permettre aux planètes de rentrer dans des résonances de manière stable. Donc, ça veut dire que le rôle que joue le gaz autour des planètes au moment de leur rentrée en résonance va être très important. Et enfin, dans quelle résonance les planètes vont rentrer, cela va dépendre de leur vitesse relative de migration. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, la vitesse de migration peut dépendre de la viscosité du disque. Et donc, naturellement, si on change la viscosité, on peut s'attendre à des changements dans les résonances obtenues. Voilà, donc à partir de maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on peut construire des chaînes de résonance. Et donc pour construire des chaînes de résonance, il y a différentes méthodes. La première, je dirais la méthode la plus complète, c'est d'utiliser des simulations hydrodynamiques. Donc ce sont des simulations dans lesquelles on va calculer l'évolution du gaz et des planètes et leur interaction entre elles. Et on va intégrer le système en cours du temps et voir comment le gaz va faire migrer les planètes et voir dans quelle résonance ces planètes vont entrer. Et cette méthode permet de vraiment étudier toute la complexité des interactions planète-disque et donc la complexité derrière les entrées en résonance entre planètes. C'est une méthode qui permet aussi d'ajouter plus de phénomènes physiques, comme par exemple des phénomènes thermodynamiques, etc., dans nos simulations numériques. Cependant, c'est une méthode qui est très coûteuse en calcul, puisque faire des simulations hydrodynamiques, ça veut dire simuler toutes les parcelles de gaz dans notre disque, donc ça prend vraiment beaucoup plus de temps. C'est la méthode qui avait été utilisée, par exemple, par le papier Morbidelli et al. En 2007, que vous a présenté le professeur Morbidelli juste avant. Mais il y a également une autre méthode qu'on peut utiliser qui est plus simplifiée pour construire des chaînes de résonance. Et là, c'est d'utiliser une simple prescription de migration dans des simulations N-core. Donc, dans les simulations N-core, on n'a pas besoin de simuler toute l'évolution du gaz. On va simplement intégrer les équations de mouvement de deux planètes, par exemple, auxquelles on va donner une vitesse de migration artificielle ou synthétique. Et cette vitesse de migration, on la sort souvent de simulations hydrodynamiques ou de la théorie. Et cette méthode, elle est beaucoup plus simplifiée
est beaucoup plus rapide. Donc avec cette méthode, on peut construire vraiment beaucoup de chaînes de résonance d'un coup et étudier plus facilement quelle chaîne de résonance est-ce qu'on va former. Donc c'est une méthode qui est très utilisée pour la plupart des études, si ce n'est toutes les études du modèle de Nice, à part les chaînes qui sortent du papier de 2007. Et c'est tout à fait correct d'utiliser ce genre de méthode, mais effectivement, lorsqu'on change un paramètre dans le disque protoplanétaire, comme là on va changer la viscosité, on ne sait pas exactement comment vont se comporter les planètes, comment elles vont migrer, et donc on ne peut pas tout de suite utiliser ce genre de prescription. Il faut d'abord passer par la phase plus complexe de simulation hydrodynamique. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait pendant mes travaux. Donc, dans mes travaux, j'ai utilisé des simulations hydrodynamiques dans lesquelles j'ai simulé un disque protoplanétaire à faible viscosité. Et ici, je vous montre 4 moments différents d'une simulation type. On commence par le moment où on a une planète, Jupiter, qui a formé son sillon dans le gaz. Et à ce moment-là, on va rajouter une planète externe, Saturne. Et Saturne va grandir et migrer en même temps. Donc ça veut dire qu'elle va commencer sa migration dans le régime de type 1, le régime de migration rapide. Et c'est ce qu'on voit dans le deuxième panel ici, où on voit bien le sillage de la planète, puisque la planète est en migration de type 1. Ensuite, au fur et à mesure où la planète grandit, et parce que nous sommes dans un disque à faible viscosité, ici, Saturne va former son propre sillon également. Et à la fin de la simulation, on se retrouve avec Jupiter et Saturne qui sont en résonance et qui migrent de consort dans un sillon commun. Donc maintenant, avant de vous montrer exactement ce qui se passe dans cette simulation à faible viscosité, un autre rappel sur la dynamique de Jupiter et Saturne et ce que l'on connaît des disques à haute viscosité. Donc ça a été présenté juste avant, et comme c'était il y a un peu plus d'1 heure, je vais le rappeler un petit peu. Dans un disque à haute viscosité, on étudie la migration de Jupiter et Saturne. Donc sur cette figure, on regarde l'évolution du demi-grand axe des planètes en fonction du temps par 1000 années. Et donc on a l'évolution de Jupiter en rouge et de Saturne en bleu. Et donc on voit bien Jupiter qui commence sa migration dans un régime de type 2, donc dans son sillon. Et ensuite on ajoute Saturne qui va migrer plus rapidement que Jupiter, donc elle va pouvoir la rattraper. Et une fois capturées dans la résonance 3,2 avec Jupiter, les deux planètes vont réussir à se découpler de l'évolution du gaz et repartir vers l'extérieur ensemble. Donc, ce résultat a été découvert par Massey-Snellgrove en 2001 et ensuite réapprofondi par Morbidelli et Crida en 2007. Et c'est un résultat qui est très connu de la dynamique de Jupiter et Saturne dans un disque à haute viscosité. Et d'ailleurs, c'est un résultat qui a été utilisé, c'est un mécanisme qui a été utilisé par exemple pour un scénario assez connu dans la formation du système solaire, qui est le scénario du Grand TAC, dans lequel Jupiter aurait migré jusqu'à 1,5 AU unité astronomique dans le système solaire. Ensuite, elle se serait fait rattraper par Jupiter et les deux seraient repartis vers l'extérieur. Et donc, ce modèle était pratique parce qu'il pouvait expliquer pas mal de choses dans le système solaire. Maintenant, allons voir ce qui se passe dans un disque à faible viscosité. Alors, on retrouve l'évolution de Jupiter et Saturne, sauf que cette fois-ci, dans un disque à faible viscosité, on remarque que Saturne migre vers l'intérieur, mais se retrouve capturé dans la résonance 2,1 avec Jupiter. Et dans cette résonance, les planètes continuent à migrer vers l'intérieur. Donc c'est un résultat qui est vraiment drastiquement différent, si ce n'est opposé à ce qu'on trouvait avant dans un disque à haute viscosité. Donc, à partir de là, on a voulu étudier si ce résultat était robuste, et effectivement, il est. On a varié pas mal de paramètres dans le disque, on a varié pas mal de paramètres dans nos simulations numériques, et on a trouvé à chaque fois que Saturne n'arrivait pas à traverser la résonance 2,1 comme elle le faisait en haute viscosité. Elle se retrouve toujours bloquée dans la résonance 2,1. Et on a pu montrer la robustesse de ce résultat avec une analyse analytique
pour montrer et pour affirmer que, à faible viscosité, les paires de planètes comme Jupiter et Saturne ne traverseront jamais la résonance 2,1. Donc la planète Saturne sera toujours bloquée en résonance 2,1 ou une résonance inférieure dans certains cas. Mais toujours est-il qu'on a toujours de la migration vers l'intérieur. Donc en ce qui concerne le système solaire, on a quand même un souci parce qu'il faut qu'on trouve un moyen, un mécanisme pour arrêter la migration vers l'intérieur. Donc ce qui m'amène à cette courte petite conclusion à mi-chemin, qui est que la faible viscosité, on retrouve une résonance 2,1 entre Jupiter et Saturne et une migration vers l'intérieur. Donc ça veut dire, que le scénario du grand arc dont j'ai parlé brièvement juste avant n'est pas possible dans un disque à faible viscosité. Et donc, il nous faut quand même trouver un moyen d'arrêter cette migration vers l'intérieur. Et enfin, il y a une question importante qui est quelles sont les conséquences sur le modèle de Nice, puisqu'on a vu que la plupart des chaînes de résonance qui considéraient le modèle de Nice avaient Jupiter et Saturne en résonance 3,2. Donc naturellement, on s'est posé la question de est-ce que si on construit des chaînes de résonance avec d'autres planètes, avec Uranus et Neptune, est-ce que Jupiter et Saturne vont rester en 2,1 ? Et est-ce qu'on va réussir à reformer le système solaire à partir de cette chaîne de résonance ? Donc voilà la partie suivante de mes travaux. J'ai tout simplement repris les simulations précédentes avec Jupiter et Saturne, dans lesquelles j'ai rajouté Uranus et Neptune. Donc on retrouve l'évolution Jupiter et Saturne au début. Ensuite, on a rajouté Uranus qui migre vers l'intérieur, se retrouve capturé en résonance 3,2 avec Saturne. Une fois que le système migre tranquillement, on rajoute Neptune qui migre vers l'intérieur et se retrouve, qui perturbe un petit peu le système, mais rien de trop grave, mais qui se retrouve en résonance 5,4 avec Uranus. Et là, on trouve un phénomène très intéressant qui est que, une fois dans une chaîne de résonance à 4 planètes, dans ce paramètre de disque particulier, on trouve que les 4 planètes vont migrer vers l'extérieur ensemble. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, c'était que c'est un mécanisme très similaire au mécanisme qui faisait que Jupiter et Saturne migraient vers l'extérieur dans un disque à haute viscosité, sauf que là, on est dans un disque à faible viscosité avec 4 planètes. Mais c'est génial parce qu'on a réussi à trouver un moyen d'arrêter la migration vers l'intérieur, donc pour sauver un peu le système solaire, en tout cas à ce stade-là. Ensuite, à partir de là, on a voulu rajouter une troisième planète de glace, donc de l'ordre de la masse d'Uranus ou Neptune, mais il se trouve que toutes nos simulations, toutes nos tentatives rendaient la chaîne instable, et donc on perdait 3-4 planètes à chaque fois. Donc on a réussi à rajouter une 5e planète de plus faible masse, donc on a considéré une planète de masse d'à peu près 6 masses terrestres, qui était un petit clin d'œil vers la planète 9, mais on a bien compris que la planète 9 ne pouvait pas être la planète éjectée pendant le modèle de Nice. Donc c'est tout simplement un clin d'œil, mais c'était juste pour dire qu'on a réussi à former une chaîne de résonance à 5 planètes, mais la planète est moins massive que Uranus ou Neptune. Donc là, les résultats que je vous ai présentés se trouvent pour un disque plus froid, donc un disque mince. Et comme je vous ai dit précédemment, la vitesse de migration ainsi que le profil des sillons formés par les planètes peuvent dépendre de l'épaisseur du disque. Et donc on a fait la même étude pour un disque un peu plus épais, donc un peu plus chaud. Et on a retrouvé quelque chose de assez similaire, mais pas la même chaîne de résonance. Donc on a essayé de construire d'autres chaînes de résonance dans un disque chaud. Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec Uranus qui migre, qui se retrouve en 2,1 avec Saturne. Puis lorsqu'on ajoute Neptune, elle va rentrer en 3,2 avec Uranus, mais elle va perturber un petit peu le système. Donc les 2 planètes externes vont sortir de leur résonance, continuer à migrer vers l'intérieur. Et là, on se retrouve avec une chaîne de résonance finale qui est, on a Jupiter et Saturne en 2,1, Uranus et Saturne en 3,2 et Neptune et Uranus en 4,3. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouvait que quand parfois on ajoute une planète, le système était instable, on a voulu tester la validité, la robustesse de cette chaîne de résonance. Et donc pour
pour essayer quelque chose de différent, j'ai essayé de juste décaler le moment d'introduction de Neptune dans le système. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai juste introduit Neptune un tout petit peu plus tôt. Et au moment où Neptune arrive, cette fois-ci, elle va perturber le système de sorte que Uranus va se retrouver à avoir des rencontres proches avec Saturne et Jupiter. Et là, elle va se retrouver éjectée en dehors du système. Cependant, Neptune reste en résonance 2,1 avec Saturne. Donc, on a un système stable à 3 planètes. Et donc, on s'est dit que pourquoi pas rajouter une planète de la masse d'Uranus. Et là, on arrive à avoir un système, une chaîne de résonance stable, où on a Uranus et Neptune qui sont inversés radialement, mais ce n'est pas un problème, puisqu'on sait que dans à peu près la moitié des simulations du modèle de Nice, Uranus et Neptune inversent leur position radiale, et comme elles ont à peu près la même masse, on peut considérer qu'elles sont interchangeables. Voilà, donc à partir de là, j'ai réussi à former 3 chaînes de résonance avec 4 planètes dans des disques qui sont soit un disque fin, soit un disque plus épais. Mais quand j'ai essayé de rajouter une 5e planète, puisqu'on a vu précédemment que les meilleurs résultats du modèle de Nice se trouvent lorsqu'on a 5 planètes, j'ai fait une dizaine de tentatives, donc une dizaine de simulations hydrodynamiques, qui, je vous rappelle, sont très coûteuses en temps de calcul. Et sur ces 10 tentatives, je n'ai réussi à avoir que 2 chaînes de résonance stables avec 5 planètes. Donc, ceci est un résultat en soi, puisque ça nous montre que c'est très difficile de former des chaînes de résonance dans les disques à faible viscosité. Et la raison pour ça, c'est parce que dans les disques à faible viscosité, les sillons formés par les planètes vont être beaucoup plus profonds et plus larges. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir moins de gaz autour des planètes lorsqu'elles seront en résonance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rôle du gaz va être d'amortir les excentricités des planètes en résonance. Et donc là, si on a moins de gaz autour des planètes, on a des planètes beaucoup plus excentriques et donc des systèmes qui sont beaucoup plus facilement instables. Et ce que ça veut dire, c'est que pour étudier et former des chaînes de résonance à faible viscosité, on a vraiment besoin de simulations hydrodynamiques pour saisir vraiment toute la complexité de cette dynamique, puisqu'on a vraiment besoin de voir comment la forme du sillon et comment la largeur du sillon, par exemple, va impacter ces chaînes de résonance. Et donc, je dis ça par rapport au fait que beaucoup d'études du modèle de Nice jusqu'à présent utilisent des simulations N-core avec cette simple prescription. Et bien finalement, peut-être que lorsqu'on considère un disque à faible viscosité, cette méthode pourrait être peut-être trop simplifiée, mais on n'a pas encore exploré ce stade-là. Voilà donc, on a obtenu 5 chaînes de résonance. Et que je vous rappelle ici, on en a 3 à 4 planètes, 2 à 5 planètes. Et je vous rappelle ici les chaînes de résonance à 5 planètes qui ont été étudiées par Nesvorny Morbidelli en 2012. Donc maintenant, la question naturelle, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles chaînes de résonance comme condition initiale du modèle de Nice? Et vous remarquerez, j'ai oublié de préciser, que toutes nos chaînes de résonance considèrent Jupiter et Saturne en 2,1. C'est-à-dire que dans aucun cas, on a Jupiter et Saturne en 3,2. Et on a des chaînes de résonance qui sont parfois bien plus larges que celles considérées dans les études précédentes. Donc naturellement, on n'est pas sûr du tout de savoir si ces chaînes peuvent aboutir au système solaire à la fin. Donc pour répondre à cette question, il y a 2 étapes. La première étape, c'est tout simplement on ne peut pas juste enlever le gaz d'un coup comme ça autour des planètes du système en chaîne de résonance, puisque le gaz joue un rôle d'amortissement sur ce système et de stabilisateur sur ce système. Donc si on l'enlève d'un coup, les planètes vont vraiment être instables, c'est pas physique. Donc ce que l'on fait, c'est on va simuler un semblant d'évaporation du gaz, c'est-à-dire qu'on va retirer le gaz doucement, de sorte à ce que le système reste stable ou rentre dans une légère différentes configurations, mais reste stable. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir reproduire les simulations du modèle de Nice avec toute une étude statistique derrière.
Donc, pour étudier le modèle de Nice, on va effectuer des simulations N-core du même genre que celles présentées par le professeur Morbidelli l'heure d'avant, dans lequel on va utiliser les configurations résonantes qui sortent de nos simulations hydrodynamiques dans lesquelles on a fait évaporer le gaz. Donc on replace nos planètes dans nos simulations N-core, dans lequel on va rajouter un disque de planétésimaux. Et comme tout à l'heure, comme dans l'étude précédente, on va considérer uniquement 2000 objets, mais qui sont des superparticules pour simplifier les temps de calcul. Et dans cette étude, dans ce que je vais vous montrer là, je n'ai varié qu'un paramètre qui va être, enfin, en dehors de varier les chaînes de résonance, j'ai uniquement varié la masse du disque de planétésimaux entre 30 ou 50 masses terrestres. Et j'ai bien évidemment changé les chaînes de résonance. Donc l'idée à partir de là, c'est d'intégrer le système pendant plusieurs milliards d'années et de regarder la position des planètes à la fin du système. Donc à droite, je vous montre un exemple type de l'évolution des planètes jusqu'à aujourd'hui, et on compare avec la position des planètes du système solaire actuel, qui sont représentées ici par les petits triangles. Ensuite, dû au fait que c'est un système très chaotique, il nous faut faire toute une étude statistique. Donc pour chaque chaîne de résonance et pour chaque masse de disques de planétésimaux, on va faire tourner une centaine de simulations pour pouvoir avoir un résultat significatif. Et enfin, comment on considère si la simulation est un succès ou pas? On a repris tout simplement les 4 critères présentés à l'heure d'avant, qui sont les critères dérivés par Nesborny et Morbidelli 2012. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de vous les rappeler, à part que le critère C et le critère D, si je devais les résumer de manière hyper simplifiée, c'est que pour le critère C, on regarde si l'excentricité de Jupiter est au-delà de cette valeur de 0,22, et on considère que Jupiter doit avoir une rencontre proche avec une autre planète. Et pour le critère D, comme vous l'a présenté le professeur Morbidelli juste avant, on n'a peut-être plus besoin d'un critère aussi strict que présenté au départ. Et donc, j'ai considéré 2 versions de ce critère. Le critère D originel, donc celui pour lequel le rapport des périodes doit évoluer de manière rapide, et j'ai utilisé aussi une version de critère simplifié où il faut juste qu'on se retrouve avec un rapport des périodes entre 2,3 et 2,5 à la fin de la simulation. Et donc, j'ai résumé ces critères, du moins les 3 premiers, sur cette figure, comme une figure similaire à celle que vous avez vue tout à l'heure, où on a l'excentricité des planètes, leur inclinaison en fonction de leur demi-grand axe. Et on a les triangles qui marquent la position des planètes actuelles dans le système solaire, et les croix maintenant marquent la position initiale au début de la simulation, donc c'est-à-dire la chaîne de résonance qu'on a obtenue à partir de nos simu hydro. Et maintenant, les boîtes de couleurs représentent principalement le critère B, et ici, on a la limite inférieure sur l'excentricité de Jupiter qui représente le critère C. Et donc, sur cette figure, chaque point va représenter une simulation, et idéalement, on aimerait que les points tombent tous dans les boîtes. Donc, on a fait une étude générale sur ces 5 chaînes de résonance qu'on a catégorisées en 2 catégories. On a considéré les chaînes qui se sont formées dans un disque protosolaire froid, donc mince, et les chaînes qui se sont formées dans un disque protosolaire chaud, donc épais. Et on va commencer par celle du bas, dans lesquelles on a une résonance qui est très large. Donc on a la résonance 2,1, 2,1 et 4,3. Et dans ces cas-là, on voit par exemple pour le cas à 4 planètes que littéralement toutes les simulations conservent leurs 4 planètes. Et on a à peu près 100% de réussite du critère B également. Mais on a absolument 0 succès pour les critères C et D. Et pourquoi? Je vais vous expliquer ça en vous montrant la figure qui correspond. Donc voici l'évolution, voici les résultats de nos simulations à la fin de l'intégration.
effectivement, on voit que les planètes tombent vraiment très proches de leur position actuelle. Mais on voit que pour le critère C, Jupiter n'arrive vraiment pas à acquérir une excentricité pratiquement finie, pratiquement nulle. Et en fait, la raison pour ça, c'est qu'il n'y a tout simplement pas d'instabilité. Les planètes vont migrer de manière très lisse. Il ne se passe pas grand-chose pendant la simulation. Donc ça rend des résultats très bons pour arriver aux positions actuelles d'aujourd'hui, mais ça rend des résultats très très mauvais pour ce qui est de exciter l'excentricité de Jupiter, par exemple. Donc ces quatre cas de figure-là sont vraiment très mauvais pour reproduire le système solaire. On n'arrivera pas à reproduire le système solaire si les planètes se formaient dans un disque chaud, en tout cas si elles se formaient sur cette chaîne de résonance. Maintenant, on a encore une chaîne de résonance qui s'est formée dans un disque chaud, mais qui est plus compacte. Dans ce cas-là, on arrive à obtenir, par exemple, dans le cas où on a un disque, donc on va commencer par le disque de Planetissimo qui a à peu près 30 masses terrestres. Là, on garde les planètes, mais pratiquement aucune ne passe rien que le critère B, donc c'est aussi encore un très très mauvais candidat. Maintenant, si on augmente la masse du disque de Planetissimo, on se retrouve à peu près la moitié des cas qui ont une instabilité, mais parmi cette moitié des cas, on a à peu près 20% qui perdent une planète, donc c'est vraiment... là, ça ne marche pas, mais on arrive quand même à avoir une ou deux simus qui passent les critères C et D, et à la fin, on a une simulation qui passe à la fois le critère C et le critère D. Donc on pourrait se dire c'est un succès, sauf que quand on va regarder ce qui se passe dans la simulation, il se trouve que Jupiter n'a pas de rencontre proche avec aucune planète. Donc en fait, elle arrive à passer le critère C, mais c'est sans doute dû au fait que Saturne est tellement excentrique qu'elle excite l'excentricité de Jupiter, mais la condition que Jupiter est une rencontre proche n'est pas validée. Donc c'est un succès, mais un succès très faible. On n'est pas vraiment satisfait avec cette condition. Donc si je devais résumer, pour l'instant, les chaînes qui se sont formées dans un disque protosolaire chaud ne réussissent pas à former le système solaire. Maintenant, si on regarde les chaînes qui se sont formées dans un disque froid, on a toute une autre histoire. Donc, et là, on va les regarder une par une. Donc, si on considère la première ligne du tableau, donc c'est une chaîne à 4 planètes, et c'est la chaîne dans laquelle on avait la migration vers l'extérieur avec les 4 planètes. Si on considère la masse du disque de Planetissimo de 30 masses terrestres, on a des très mauvais résultats encore une fois. Et là, c'est parce qu'on a un très grand taux d'instabilité. Et dans 93% des cas, on perd une planète. Et donc là, c'est tout simplement que le disque de Planetissimo n'est pas assez massif pour amortir l'excitation, l'instabilité des planètes et garder les planètes dans le plan. Donc, on retrouve pratiquement 0 cas de réussite. Cependant, si on augmente tout simplement la masse du disque de Planetissimo, alors on augmente la friction dynamique sur les planètes au moment de l'instabilité. Et donc là, avec un disque de 50 masses terrestres, on arrive à garder les planètes dans le plan pendant leur instabilité. On en perd quand même, dans 75% des cas, on perd une planète, mais on arrive quand même à avoir 25% de cas qui gardent les 4 planètes. Et on arrive à avoir quelques simulations, quelques cas qui valident les critères C et D. Et on a notamment 1% de succès, 1% de simulation qui valide à la fois le critère C et là le critère D étoile, qui est le critère plus simplifié. Donc on considère que ceci est un succès, c'est-à-dire que c'est possible de former le système solaire à partir de cette chaîne de résonance et de cette masse de disques de Planetissimo. Et on notera à la fois que c'est possible de former le système solaire avec uniquement 4 planètes. Alors certes, on n'a que 1% de succès,
mais c'est un succès quand même. Maintenant, si on regarde le même cas, mais avec les 5 planètes, on obtient un peu plus de succès, évidemment, puisqu'on donne l'opportunité à Jupiter d'avoir une rencontre proche avec cette planète et de l'éjecter. Et donc, dans ces cas-là, on obtient, encore une fois, à peu près 1%, 1 ou 2% de succès de passer les 4 critères à la fois. Et donc, on est assez content de ces résultats, ce qui nous permet d'affirmer qu'on peut reformer le système solaire à partir des chaînes qui sont formées dans un disque protosolaire froid. Voilà parmi ces résultats. Donc on notera que c'est possible de les former à partir d'une chaîne à 4 planètes. C'est plus difficile, donc c'est pour ça qu'on a peut-être moins de succès que dans le cas étudié par Nesvorny et Morbidelli en 2012, dans lequel ils avaient 5 planètes, donc c'est beaucoup plus facile d'augmenter l'excentricité de Jupiter, mais possible. Et ensuite, on constatera que les disques protosolaires chauds, vraiment, on peut plus facilement les exclure, tout simplement parce que les chaînes de résonance formées dans ces disques vont être hyper stables et donc ne vont pas donner lieu à l'instabilité des planètes géantes, qui est vraiment le principe du modèle de Nice. Donc, pour finir, parmi les choses à retenir sur ces travaux, c'est que dans le contexte de ce nouveau paradigme de modélisation des disques protoplanétaires qui considère une faible viscosité, on trouve que, tout d'abord, Jupiter et Saturne se retrouvent toujours en résonance 2,1 et non en résonance 3,2, comme on avait l'habitude de le voir, et ensemble, elles vont migrer vers l'intérieur. Donc, en rappel, le scénario du grand arc n'est pas possible dans un disque à faible viscosité. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'on a d'autres méthodes pour expliquer ce que le scénario du grand arc expliquait aussi bien. Donc, ça n'exclut pas un système solaire formé à base de faible viscosité. Ensuite, on trouve une migration vers l'extérieur avec 4 planètes dans un disque froid. Et il se trouve, ce que je n'ai pas dit encore jusqu'à présent, c'est que l'estimation de la température des disques à faible viscosité semble indiquer que ces disques seraient plutôt froids plus que chauds. Donc, c'est vraiment une bonne indication, c'est cohérent dans l'étude, qui est que si le système était formé dans un disque à faible viscosité, celui-ci serait plutôt froid, et donc on aurait une migration vers l'extérieur avec les 4 planètes, donc on trouverait un moyen d'arrêter la migration vers l'intérieur, ce qui est vraiment un bon candidat. Et de plus, ce sont ces chaînes-là qui arrivent à valider le modèle de Nice par la suite et qui arrivent à avoir un succès dans la formation du système solaire d'aujourd'hui. Donc, et le dernier point, qui est un point qui n'est pas négligeable non plus, c'est que former des chaînes de résonance dans les disques à faible viscosité, c'est très complexe et nécessite des simulations hydrodynamiques. Donc là, on est encore en train d'explorer ça, mais pour l'instant, on considère que c'est important d'étudier ça avec des simulations hydrodynamiques globales. Donc enfin, le mot de la fin, c'est est-ce que le système solaire aurait pu se former dans un disque à faible viscosité? La réponse est oui. Et la réponse est oui, mais à quelques conditions. Oui, si le disque protosolaire était froid, donc mince, et si le disque de Planétissimo était plutôt massif, donc de l'ordre de 50 masses terrestres. Et sur ce, je vous laisse avec une dernière figure qui représente l'éventuelle histoire de la dynamique des planètes géantes dans le système solaire, à commencer par leur migration dans la phase du disque protoplanétaire, puis à travers l'instabilité des planètes géantes, donc le modèle de Nice, et qui arrive jusqu'aux positions des planètes aujourd'hui dans le système solaire. Je vous remercie pour votre attention.